merci à tous d'être là. Merci aux camarades qui sont venus cet après-midi apporter leur soutien à Valentin après l'épreuve qu'il a traversée, qui va nous raconter incessamment sous peu. Avant toute chose, je voulais vous remercier parce que je m'attendais pas déjà à vivre ça, mais encore moins à vous voir toutes et tous ici. Ça me fait chaud au cœur, vraiment, ça m'émeut beaucoup. Je vais y aller doucement. Oui, l'émotion. Je suis parti courir comme j'ai l'habitude de le faire un soir, vendredi soir dernier. Voilà, je pars de chez moi tranquille, il est 19h45. Je vais faire une petite course parce qu'il fait bon, parce que j'en ai envie. Et lorsque je reviens aux alentours de 20h30 approximativement chez moi, je tombe sur une scène un peu bizarre. D'abord je vois que mon portail est ouvert, puis je continue à entendre du bruit à l'intérieur, donc sur ma propriété, dans ma cour. Et le dernier faisceau qui est implacable, c'est quand je vois une lumière qui est sur ma porte d'entrée, qui l'éclaire assez finement. Et en fait, je me rends compte que l'élément qui vient à taper est le même que celui qui tient la lampe. Donc là, je distingue vraisemblablement un homme assez grand, assez costaud, en train de taper en cadence sur ma vitre. Donc je veux, pour aller l'interpeller et faire en sorte que ça s'arrête, je me prends une grosse baigne côté droit qui me sèche. Ça me sèche complètement, ça me désoriente, ça m'arrache ma frontale, donc en plus de ça je deviens aveugle, je tombe au sol. Un deuxième individu. Oui, c'est ça, je prends une baigne d'un deuxième individu. Quand je suis au sol, je veux pour me relever, je prends un coup qui me fracasse, qui me laisse au sol. Et puis après s'enchaîne une pluie de coups, d'insultes, assez rythmée. J'ai pas trop le temps de récupérer. Et la première insulte qui vient m'arriver aux oreilles, qui est assez marquante déjà, c'est, pardon pour les oreilles les plus sensibles, c'est enculé des colos de merde. Dans l'immédiat, je l'entends, mais je l'analyse pas. Après, il y a d'autres insultes en tout genre qui fusent, de mon côté également, parce que j'essaye de me défendre, mais j'y arrive pas. Je continue à en prendre plein la tronche, et puis ça finit sur les deux gars qui viennent à reculer, après m'avoir tapé, et qui, l'un s'adresse à l'autre en disant ah ben il est beau l'antibassine, quoi. Donc, même si le doute pouvait être permis sur la première partie, je vous laisse toutes et tous imaginer que ça ne l'est plus. J'arrive à me réfugier chez moi quelques instants après, difficilement. J'appelle un camarade que je croise pas, mais je remercie énormément parce que c'est le premier numéro que je vois, c'est le premier numéro que j'appelle. Il sait trouver les bons mots, il sait quoi me dire de faire, parce que je sais absolument pas quoi faire, je sais plus quelle journée, enfin je suis dans l'espace, quoi. Et là, il me redirige tout de suite vers ma voisine qui a été exemplaire, qui après appelle les secours, et je suis très bien pris en charge assez rapidement. Je suis transporté au CH, bien analysé, je fais pas mal d'examens, ça se passe bien, et voilà, j'ai pu sortir samedi midi, cassé mais bien accompagné. Voilà. Tu peux dire plus précisément les blessures et les coups qui sont constatés à ce moment-là? Alors, à l'heure actuelle, je suis encore sous le coup de différents examens qui ont été faits très récemment, pas plus tard qu'hier, et d'autres qui vont sûrement continuer à venir. Je m'en sors avec très marqué sur le côté gauche, avec les côtes cassées, si ce n'est fêlées. Enfin, il y a au moins un trauma à ce niveau-là. La partie supérieure du nez cassée, une entorse au niveau des cervicales, une belle entorse au niveau de la cheville. C'est la première fois que je voyais une cheville à 90 degrés d'une jambe. Et puis après, voilà, ça se voit encore un peu, des contusions sur la face, quelques plaies, sur ça je récupère bien, c'est cool. Et puis après, sinon, je m'en sors aussi avec une belle frayeur et un trauma psy, quoi. Voilà. Donc, même sur le plan physique, ce qu'on a pu déclarer, c'est que ça va. Du moins, je récupère correctement, mais c'est un peu dans la tête où ça flanche, quoi.
que tu veux nous en dire plus sur ce que tu as donné à voir en termes publics par rapport à ton investissement sur les bassines, qui laisse imaginer pourquoi tu as été visé et quels sont les éléments que tu as pu... Ouais, il y a un élément qui permet assez facilement de m'identifier aux yeux du public, aux yeux du grand public, c'est que je me suis exposé en mon nom propre sur les réseaux sociaux avant la manifestation de Sainte-Soline, où le 22 octobre dernier, j'appelle à rejoindre la mobilisation. Pour résumer un peu pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu cette vidéo, c'est tout con, je pars sur la bassine, je pars aux abords de la bassine, je fais une petite vidéo à la base qui est censée être pour des potes qui sont un peu loin, et pour leur dire allez venez les gars, et au final ça se transforme assez rapidement en toute autre chose, puisque très rapidement en fait 2 minutes après que je sois arrivé, les gendarmes arrivent, m'interpellent, me demandent mon identité, bon, toujours dans le calme, dans le respect, aucun problème, mais déjà ça s'est exposé et il a été assez relayé cet appel à mobilisation là par différents collectifs via les réseaux. Et après la mobilisation, après la grosse manif de Sainte-Soline, on a pris l'initiative à plusieurs, et ça m'a plu que de la porter assez fortement, que d'aller ramasser les différents restes de la manifestation en tout genre, et évidemment majoritairement les restes de munitions qui ont servi au maintien de l'ordre de cette journée-là. Je reprends les termes exacts. Et effectivement, quand je dresse le constat quelques jours après les avoir ramassés, en fait, je fais également part de mon émotion et de mon effroi quant à ce qu'on a pris sur la tête. Je ne m'attendais pas à ce que des militants écolos, et notamment des familles, c'est d'ailleurs ce qui m'a quand même pas mal poussé à vouloir écrire, c'est que j'ai vu dans les cortèges des enfants, j'ai vu des personnes âgées qui pouvaient être mes grands-parents, je pense à mes grands-mères qui flippent de venir en manif. Typiquement, en fait, ouais, je comprends pourquoi elles flippent de venir en manif. Et donc j'ai fait le récit de ce qu'on a trouvé, combien est-ce qu'on en a trouvé, et en fait la concentration de combien est-ce qu'il en est tombé exactement sur une petite parcelle, quoi. Donc voilà, je dressais ce constat-là. Donc ce sont ces deux éléments qui m'ont exposé publiquement et qui permettent assez facilement de m'identifier comme moi, Valentin, appartenant au collectif Bassines Non Merci et soutenant cette cause, bien évidemment. Je vous en donne un peu plus. L'analyse de Valentin, et notamment la photo des cratères générés par les bombes de désencerclement, aboutissent à la conclusion qu'en fait ce jour-là l'État était prêt à commettre l'irréparable. Et c'est un des seuls qu'il a exprimé aussi clairement dans une publication. Moi j'ai la même analyse après l'opération de maintien de l'ordre qu'on a pu subir à Sainte-Soline. On avait le même type d'ordre et d'armement que lors de la mort de Rémi Fraisse à Sivins. Voilà, il faut être très clair. Et les photos de Valentin et ce qu'il dénonce est limpide quant à ce sujet. Je vais réitérer toute ma gratitude de vous voir aujourd'hui, et également pour que vous puissiez être vous-même porteur d'un message qui est super important pour moi. C'est d'appeler au calme et d'appeler aussi à la vigilance, puisque on a franchi un cap en termes d'agressivité qu'on ne s'imaginait pas voir, mais surtout au calme. J'appelle à strictement rien que simplement ça, voilà. Et de respecter ça au maximum. Donc la plainte a été déposée aujourd'hui. Les gendarmes sont intervenus le soir même sur place pour faire les premières constatations. Et aujourd'hui, Valentin a été entendu sur les détails de ce qui s'est passé, tel qu'il vient de vous les raconter. Le parquet de Niort est saisi de cette affaire. L'enquête a commencé dès vendredi dernier pour des faits, pour des violences qui ont été subies. La question évidemment qu'on se pose du côté des avocats, c'est est-ce que le parquet de Niort va être aussi réactif face aux violences subies par Valentin, qui ont entraîné, pour le moment c'est pas établi judiciairement, mais une ITT, donc des conséquences physiques
de plus de 15 jours. Je pense que c'est également à souligner. Donc est-ce que le parquet de Niort sera aussi réactif qu'il ne l'a été au moment notamment de la manifestation du 29 octobre dernier? On a pu voir par le passé que ce n'était pas le cas lors des précédentes intimidations ou autres actes qui ont été subis par des personnes, des militants anti-bassines. Donc on reste attentif à ça, mais c'est vrai que, si je peux me permettre, on ne sait pas proprement parler sur la procédure, mais lorsque l'on a des armes de guerre qui sont utilisées de manière parfaitement illégale lors d'une manifestation, lorsque l'on a des circulaires du ministère de la Justice qui demandent au parquet de punir de manière stricte, sévère et rapide des militants politiques, lorsque l'on a des membres du gouvernement qui parlent d'écoterrorisme, lorsque l'on a une impunité à l'égard des forces de l'ordre qui commettent des violences, on n'est pas finalement étonné que d'autres personnes se permettent de penser qu'elles vont être dans cette même impunité et s'en prennent physiquement à des militants. C'est également le point sur lequel je voulais revenir. Je vous le livre maintenant. Valentin n'a pas témoigné et pour l'instant on n'a pas dans les éléments de l'enquête d'éléments attestant un lien de cause à effet. Il se trouve qu'on a un petit lien de famille. Valentin est mon neveu. Voilà. Et donc la question se posera dans l'instruction de savoir si Valentin a été ciblé spécifiquement, si ça a été un élément supplémentaire. Voilà. Pour nous, avec cette agression de Valentin, il y a un Rubicon qui a été franchi. C'est la première fois qu'un des camarades est victime d'une agression physique à son domicile. Et qu'évidemment, on le redit, Valentin l'a exprimé, cette lutte elle est politique, avec tout ce que ça sous-tend. Nos outils et nos armes, elles sont médiatiques, juridiques, elles sont aussi la désobéissance civile. Mais on fait bien le distinguo entre le fait de s'en prendre à un système, s'en prendre à des machines, des biens, et à très largement ne pas tomber dans le champ de l'atteinte aux personnes. Et ça a été dit, et on va regarder très attentivement la manière dont l'État va gérer cette affaire. Parce qu'on n'est pas sans savoir que depuis plusieurs semaines ou mois, c'est des moyens de police et de gendarmerie colossaux qui sont mis sur ce territoire. C'est des dizaines d'agents qui, jour comme de nuit, surveillent un cratère. Et donc, on fait apparaître que jusqu'à maintenant, dans cette manière dont l'État gère cette histoire, c'est bien la préservation des biens qui prime sur la protection des personnes. Alors évidemment, on va être très attentif à la manière dont cette enquête va être instruite, des moyens qui vont être débloqués, et on les mettra en regard des moyens colossaux qui sont mis en face pour préserver un outil d'accaparement de l'eau. En face de ça, et vous vous en doutez, c'est une épreuve douloureuse pour Valentin en premier lieu, pour ses proches, et puis pour tous les camarades qui l'entourent. Et que nous, notre première réponse à ça, elle est comme aujourd'hui, la solidarité, le fait que les camarades qui subiront ce genre de choses, ou subiront la répression policière ou la répression judiciaire enclenchée par Dupond-Moretti et compagnie, on va y faire face. On va y faire face comme ça, en étant présent à chaque fois que quelqu'un en aura besoin, en organisant également des cagnottages, des concerts de soutien, etc., pour à la fois accompagner les victimes et également accompagner les inculpés. Dans cette histoire, l'État, depuis le début, a pris un parti, qui est celui du passage en force. Et quand je vois ce qui a été utilisé sur nos tronches à cette occasion-là, je redis, Valentin a mis en évidence dans sa parution l'utilisation de bombes de désencerclement d'une très grande violence. Valentin a démontré des cratères d'1,50 m où toute végétation est cramée. Vous imaginez les dommages que ça crée sur un corps, ce type d'équipement? Donc, aujourd'hui, plus que jamais, on fait appel à l'État pour qu'il prenne les dispositions pour que ce territoire, les tensions qui sont sur ce territoire, ne s'embrassent pas. Il n'y a qu'une seule solution, on le dit, on le redit, c'est la mise en place d'un moratoire. C'est la mise en place, c'est le fait que ce projet abject,
qui est condamné à très brève échéance et qui est déjà condamné par de très nombreux scientifiques et qui est aussi condamné par les conditions climatiques de cet hiver, où la bassine de Mosée n'est pas prête d'être remplie. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas techniquement et ça ne marche pas démocratiquement. Eh bien, il n'y a qu'une seule voie de sortie de ce conflit qui connaît aujourd'hui un paroxysme. C'est la renégociation, c'est la remise à plat, c'est la mise en place d'un véritable projet de territoire pour l'eau, et pas simplement pour l'eau agricole, et pas simplement pour gérer l'eau en quantité, mais aussi pour parler de la qualité de l'eau. Et qu'évidemment, on condamne, à l'image de ce qu'a fait la Confédération paysanne, les propos extrêmement incendiaires tenus par M. Renaudot, président de la Chambre d'agriculture, ce lundi, qui ne condamne pas les menaces de mort dont le camarade Benoît Jaunet a pu faire l'objet. Et qu'évidemment, quand vous avez un porte-parole d'une organisation telle qui laisse une telle ambiguïté et valide, en tout cas ne se démarque pas de menaces aussi graves, qu'évidemment, là pour le coup, c'est pas un appel au calme, là c'est un appel à l'excitation, et Anna l'a dit tout à l'heure, ce qui vraisemblablement peut laisser entendre que des gens se croient permis ce genre de choses, c'est que toutes les plaintes qui ont été déposées jusqu'à maintenant par les membres quand ils ont été victimes d'agressions ont toujours été sans suite. Et je vais vous refaire un petit résumé des épisodes précédents sans rentrer dans les détails. Ça fait 5 ans que les camarades qui habitent à La Laigne, au niveau de la ZA des Roches, Annie, Bernard, Patrick, subissent au quotidien des pressions. Subissent dans leur jardin, on avait retrouvé un ragondin mort avec un petit autocollant TF1, parce qu'Annie et Bernard avaient eu l'outrecuidance de témoigner devant les médias. Patrick est ce militant qui s'est spécialisé dans le droit à l'environnement et dans le droit à l'eau, reçoit régulièrement des menaces de mort. Jean-Jacques Guillet a été le 15 janvier victime également d'une agression de la part de membres de la coordination rurale qui l'ont attrapé quand on était bloqué par les CRS, les gardes mobiles au-dessus de la nationale. C'était très fin de la part de M. Vestieux de nous bloquer au-dessus d'une route. C'était vraiment très pertinent, encore une fois. Et on mis Jean-Jacques au-dessus le parapet en lui disant « tu la vois à la nationale ». Sans suite. De la même manière, les menaces de mort dont j'ai fait l'objet à multiples reprises, notamment par les médias, avec des plaintes qui ont été enregistrées, aujourd'hui il n'y a aucun retour. Et puis le plus grave, parce qu'en fait il y a quand même un précédent dans l'histoire de la lutte contre les bassines, quand un véhicule équipé de fourches rentre au mois de juillet 2019 dans une voiture de la presse, du Courrier de l'Ouest, et que les 2 frangins, le premier majeur, bénéficie d'un non-lieu et que le deuxième mineur, 3 ans après les faits, n'a toujours pas été jugé, vous imaginez évidemment le sentiment d'impunité et le type de résultat que cela peut générer. Aujourd'hui, on le dit très clairement, sur ce territoire, il y a un syndicat qui utilise des méthodes mafieuses. Et aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on se situe, on craint que ces méthodes mafieuses reçoivent au sein de l'État des complicités. Mais ça n'a pas été dit dans la presse, mais ça donne bien la couleur, ça donne bien la responsabilité de Darmanin, Dupond-Moretti et de toute la bande, puisqu'il valide ça. Il y a eu sur le territoire mélois, en amont de la manif de Sainte-Soline, des réunions à destination des irrigants du territoire, lors desquelles des agents de la préfecture et de la gendarmerie présentaient des diaporamas dans lesquels nos visages étaient diffusés. Que pensez-vous que cela génère chez ces irrigants? Que pensez-vous que ça génère en termes de complicité et de possibilité d'exaction derrière? On sait également que, incapable de protéger l'intégralité des 40 bassines situées aux alentours, l'État avait conseillé aux propriétaires de bassines qui ne pourraient pas être protégés de prendre leurs propres dispositions. Ok? Donc on en est là. Et donc puisqu'on en est là, il n'y a qu'une seule réponse, ça va être la solidarité, ça va être, et on l'espère, et là on lance très clairement un appel à tous les élus du territoire. Je ne sais pas s'il y a un élu là dans la salle. Merci Kim d'être là. Vraiment. Ouais, merci beaucoup. Ce qu'on attend de vous, puisque c'est vrai que là les choses sont faites dans l'urgence, c'est peut-être que vous soyez à l'initiative d'un écrit qui invite les élus du territoire à se positionner sur cette violence faite à Valentin. Merci à Valentin. Merci.